Et si rêver était un crime? Dans le royaume d'Erovia, chaque idée peut vous coûter la tête. Mais une enfant va défier un roi. Avec un pinceau, une plume et un rêve plus fort que la peur. Découvrez l'histoire d'Elira, la dernière rêveuse d'un monde qui avait oublié la beauté. Un conte gothique, poignant, chargé de mystère, d'art et de rébellion. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des prochaines histoires. Cliquez sur le bouton « J'aime » si cette histoire vous touche. Et dites-nous en commentaire, de quelle ville vous regardez cette vidéo? On veut voir jusqu'où voyagent les rêves d'Erovia, au cœur des monts gris d'Almari, là où les neiges éternelles fondent dans les lacs silencieux, se trouve le royaume d'Erovia, une terre autrefois florissante de couleurs et de chants. Jadis centre de la culture européenne, inspiré des cités gothiques de Prague, des ruelles pavées de Bruges et des sombres forêts alsaciennes, Erovia est aujourd'hui plongée dans une nuit sans fin. Depuis l'accession au trône du roi Aldéric le Sanguinaire, toute forme d'imagination est proscrite. Les rêves sont jugés subversifs. Les contes, la peinture, la musique, la sculpture, même les murmures d'enfants imaginant des mondes, sont passibles d'une peine capitale, la décapitation. Les murs de la capitale sont décorés non pas de fresques mais d'avis de condamnation. Une statue géante du roi trône au centre de la place des Cendres, un sabre à la main, un livre brûlé à ses pieds. Les nobles vivent dans un luxe terne, soumis au regard de l'éminence grise, bras droit du roi, chargé de traquer les rêveurs. Une peur glaçante empoisonne les cœurs, qui rêvent, meurent. Mais au fond de l'ombre, un murmure persiste, comme un écho venu des profondeurs, et si rêver n'était pas un crime, mais une promesse? Lorsque le roi Aldéric Ier monta sur le trône après l'assassinat inexpliqué de son frère aîné, un vent noir souffla sur Erovia. La première décision du nouveau monarque fut de dissoudre l'Académie des Arts et des Lettres, autrefois joyau culturel du royaume. En moins d'un an, Aldéric promulgua un recueil de lois impitoyables baptisé « l'Édit de la pureté de l'esprit ». Cet ensemble de décrets interdit toute création non utile à l'État, qualifiée de « pollution mentale ». L'article 1er de cet édit est gravé en lettres d'or sur le fronton du Palais Noir. Un esprit libre est une lame tournée vers la couronne. Les nouvelles lois répriment. Les livres de fiction. Les peintures abstraites ou émotionnelles. La musique non militaire. Les rêves rapportés publiquement, interprétés comme sédition. L'enseignement de la philosophie, de la poésie et des langues anciennes. La punition? La décapitation en place publique, après confession obligatoire. Ces exécutions sont diffusées dans tout le royaume, gravées sur des stèles sonores magiques, afin d'inculquer la terreur. Un corps spécial, la garde de l'esprit, est chargé de surveiller les pensées. Les enfants sont éduqués pour dénoncer leurs propres parents s'ils surprennent un chant ou un gribouillage suspect. Pour le peuple, chaque rêve est désormais un pas vers l'échafaud. Et pourtant, quelque part dans la ville, un pinceau recommence à trembler, une idée à naître. Il s'appelait Velten, mais le peuple l'appelait le poète de minuit. Nul ne connaissait son visage, mais tous murmuraient ses vers à la lueur des chandelles. Il griffonnait des poèmes interdits sur les murs des quartiers pauvres, des textes enflammés parlant d'amour, de révolte, de rêves colorés et de cieux étoilés. On disait qu'il était partout, dans les ruines du théâtre ancien, dans les caves oubliées des bibliothèques brûlées, sous les ponts de la rivière Modine. Pendant des mois, Velten échappa à la vigilance de la garde de l'esprit. Chaque matin, de nouvelles strophes apparaissaient, signées de son symbole, une plume blanche tachée d'encre noire. Il était devenu une légende vivante, un fantôme porteur d'espoir dans un royaume bâillonné. Mais la légende ne résista pas à la trahison. Un orphelin, affamé et effrayé, vendit le poète pour une miche de pain et la promesse de ne pas finir sur l'échafaud. Velten fut capturé à l'aube, dans un grenier poussiéreux, entouré de parchemins et de peintures illégales. Son procès fut expédié en 1 heure. Le roi Aldéric en personne assista à la décapitation, la première depuis plusieurs semaines. Velten ne cria pas. Avant que la lame ne tombe, il déclama un dernier vers, un murmure porté par le vent. Tant qu'un rêve respire, un tyran tremble. Ce jour-là, le peuple pleura en silence. Mais parmi la foule, une jeune fille aux mains tachées de peinture fixait l'échafaud sans détourner les yeux. Elle venait de faire un choix. Dans les bas quartiers d'Erovia, là où les pavés suintent l'humidité et où les façades sont noircies par la cendre, vit une jeune fille prénommée Elira, 10 ans, fille de relieurs anonymes. Depuis la mort de Velten, la peur est plus lourde que jamais.
Même les enfants ont appris à chuchoter en dormant. Mais Elira, elle, rêve en silence, chaque nuit, les yeux ouverts. Une nuit d'automne, alors que les cloches du couvre-feu sonnaient leur glas, Elira aperçoit un papillon doré volant au-dessus des toits. Étrange, car les insectes ont presque disparu d'Erovia, asphyxiés par la fumée et le silence. Fascinée, elle grimpe jusqu'au dernier étage de l'immeuble effondré derrière chez elle, là où seuls les pigeons osent nicher. Le papillon se pose sur un vieux mur effrité, un poème gravé dans la pierre y scintille sous la lune. Quand l'or vole, l'espoir renaît. Touchant doucement le papillon, Elira est submergée par une vision, un monde empli de couleurs, d'arbres dansant, d'enfants riant dans des jardins suspendus, de toiles géantes flottant au vent. Puis tout disparaît. À son réveil, au creux de sa main tachée de suie, repose une plume dorée. Un murmure semble flotter dans sa tête, une voix familière, douce et fière. « Tu as vu, maintenant tu dois créer. » Ce soir-là, dans une ruelle secrète, un dessin apparaît au fusain. Un papillon. Signé d'un simple « E ». La résistance vient de naître, dans le cœur d'un enfant. Dans les vestiges calcinés du théâtre de l'Hirondelle, jadis centre culturel d'Erovia, subsiste une crypte oubliée, un lieu qu'on pensait effondré depuis des années. C'est là que le papillon doré conduit Elira, nuit après nuit, à travers les décombres. Sous une pierre gravée d'un masque brisé, elle découvre un passage dérobé, dissimulé sous les cendres et les lianes mortes. L'intérieur est un sanctuaire de beauté interdite, des toiles couvertes de couleurs vibrantes, des poèmes écrits à la hâte sur les murs, des instruments de musique à moitié restaurés, et même un miroir ancien encadré d'or terni. Au centre de la pièce, un chevalet vide. L'endroit semble abandonné, mais vivant. Comme si l'art avait refusé de mourir ici. Ce lieu fut autrefois un repère de créateurs clandestins, les derniers résistants de l'imaginaire, cachés dans les catacombes d'Erovia. Sur une pierre gravée, Elira découvre un nom effacé, mais elle reconnaît les courbes du V. C'était là que Velten peignait en secret. Émue et terrifiée, Elira décide de reprendre les pinceaux. Chaque nuit, elle descend dans l'atelier pour créer, elle peint des rêves, des mondes, des visages oubliés. Un à un, les murs s'emplissent de vie. Mais une rumeur enfle dans les rues, un nouveau rêveur est né. Et dans la salle du trône, l'éminence grise interroge. Dois-je envoyer les traqueurs, Majesté? Aldéric sourit sans joie. Laissez-le rêver, pour l'instant. À l'est d'Erovia s'étend une forêt noire et ancienne, la sylve de Myrgrove, que même les corbeaux évitent. Le roi Aldéric l'a déclarée zone interdite dès le début de son règne. On dit que quiconque ose s'y aventurer disparaît ou devient fou, murmurant des mots qui n'ont jamais été prononcés. On raconte aussi que les songes y prennent forme, qu'ils naissent entre les troncs noueux et les racines gémissantes. Elira, guidée par ses rêves et par la plume dorée toujours gardée dans un médaillon, décide de s'y aventurer. À la lisière de la forêt, elle sent une présence étrange, la lumière y est différente, teintée de bleu lunaire, comme filtrée par une mémoire oubliée. À chaque pas, ses pensées prennent forme, un souvenir de sa mère lui apparaît sous forme d'un arbre aux feuilles dorées, un rire d'enfant devient une brume légère qui flotte au-dessus du sol. Mais la forêt teste ceux qui osent rêver. Des visions cauchemardesques apparaissent, Aldéric au visage masqué d'ombre, Velten crucifié dans les arbres, et une Erovia entièrement pétrifiée. Elira manque de faillir, jusqu'à ce qu'un être surgisse de la brume, une vieille femme, le visage peint de runes, aux yeux d'or reluisants. Elle s'appelle Isoria, dernière veilleuse du rêve, survivante d'un peuple disparu. Isoria révèle à Elira une vérité ancienne, la forêt est vivante, nourrie par les rêves bannis. Et maintenant, elle a choisi Elira pour réveiller ce qui sommeille depuis un siècle, l'arbre mémoire, source oubliée de l'imaginaire d'Erovia. Mais pour l'éveiller, Elira devra affronter ses plus grandes peurs. Au cœur d'Erovia s'étend un quartier sinistre que même les soldats évitent la nuit, la cité des têtes tranchées, anciennement nommée Clermont, jadis cité des sculpteurs et des penseurs. Après la première purge d'Aldéric, ses habitants furent les premiers sacrifiés, artistes, philosophes, rêveurs, tous décapités en public. Le roi, dans une cruauté délibérée, fit empaler leurs têtes pétrifiées le long des avenues en les transformant en statues de pierre éternelle. Depuis, ces visages figés observent le royaume dans le silence. Certains affirment que leurs yeux bougent parfois, d'autres qu'ils pleurent les nuits de pleine lune. On dit même que ceux qui s'arrêtent trop longtemps pour les regarder entendent des murmures dans leur esprit.
Elira s'y rend, guidée par Isoria, pour une épreuve nécessaire, trouver le dernier fragment du souffle de Velten, une sculpture mythique inachevée, capable de réveiller les émotions figées du peuple. À travers les ruelles de pierre, Elira découvre des visages familiers, le professeur de lettres de son enfance, une musicienne qui jouait en cachette sur un toit, et même, une jeune femme qui lui ressemble étrangement. Des frissons la parcourent, et si la lignée des rêveurs revenait toujours sous d'autres formes. Au fond d'une chapelle effondrée, elle trouve la sculpture cachée derrière un autel brisé, un buste sans tête, mais dont le torse vibre d'une chaleur vivante. Mais derrière elle, un bruit de pas. La garde de l'esprit approche. Dans les salons glacés du palais noir, où les tapis sont tissés de laine grise et les miroirs voilés de poussière, se tient l'homme le plus redouté après le roi, Ombrelin, le grand conseiller royal. Vêtu de noir, silhouette fine comme une lame, visage lisse et inexpressif, il est l'architecte silencieux du règne d'Aldéric. Il rédige les édits, organise les purges, forme les traqueurs. Il ne parle jamais à voix haute, il murmure, et le royaume obéit. Mais dans l'ombre de sa loyauté, se cache une ambition glaciale. Depuis quelque temps, Ombrelin observe le roi vaciller. Aldéric dort mal. Il parle seul. Il rêve, murmure-t-on, un crime qu'il punirait lui-même de mort. La peur qu'il a semée commence à se retourner contre lui. Et cela, le conseiller ne peut l'accepter. Ombrelin commence à manigancer. Il laisse volontairement la garde échouer à capturer Elira, s'assure que certaines œuvres interdites ne soient pas détruites. Il veut attiser la flamme, laisser le chaos grandir pour justifier un renversement discret. Et à la fin, il régnera, froidement, proprement, sans rêve ni faille. Mais un grain de sable vient briser sa mécanique, il reconnaît en Elira le visage d'un souvenir. Un portrait peint autrefois par une femme qu'il aimait, une artiste qu'il avait lui-même fait exécuter pour gravir les échelons. Troublé, il hésite. Hésitation fatale. Pendant ce temps, Elira échappe au traqueur, mais découvre dans les souterrains un carnet au cachet royal, avec la signature d'Ombrelin, détaillant une purge prévue contre le roi lui-même. La terreur a enfanté la trahison. La rumeur de l'arrestation d'une enfant rêveuse a couru comme le feu sur l'huile. Elira a été capturée dans les cryptes sous la cité des têtes tranchées, un pinceau encore humide à la main. Elle n'a pas fui. Elle a demandé à être entendue. Le roi Aldéric, malade, rongé par ses cauchemars, accepte de faire d'Elira un exemple ultime. Il convoque une audience publique dans la cour du silence, une place circulaire entourée de statues décapitées, au cœur même du palais. Le peuple est forcé d'y assister. Les murs résonnent de chants militaires. Pas de défense. Pas de plaidoyer. Mais lorsque l'enfant monte sur l'estrade, elle ne tremble pas. Elle parle. Lentement, clairement. Elle raconte ce qu'elle a vu dans la forêt interdite, les rêves figés dans la pierre, le papillon d'or, le dernier souffle de Velten, et même la trahison d'Ombrelin, carnet à l'appui. Un silence brutal s'abat sur l'assemblée. Aldéric, blême, chancelle sur son trône. Il a reconnu les mots, ce sont ceux de ses propres cauchemars. Des phrases exactes qu'il croyait n'avoir jamais dites. Elira a vu son esprit. Ombrelin, démasqué, s'avance alors, calmement. Il retire ses gants, l'un après l'autre. Puis, dans un geste d'arrogance glacée, il déclare Elira innocente, mais demande qu'elle soit effacée, pour le bien du royaume. Le peuple retient son souffle. Mais quelque chose a changé. Des murmures s'élèvent. Des larmes coulent. Des visages se tournent vers Elira, non de haine, mais d'espoir. Un enfant ose crier. Elle rêve pour nous tous. Et la foule, répète. La place explose. Non en violence, mais en voix. Des voix qu'on croyait éteintes depuis des décennies. Des chants anciens refont surface, des poèmes jaillissent en cascade, des mots oubliés dans les cendres reprennent leur forme. Le peuple ne se lève pas pour détruire, mais pour rêver à voix haute. Elira, toujours sur l'estrade, ferme les yeux. Le papillon doré apparaît dans le ciel, brillant comme un soleil miniature. Il se pose sur son épaule. Une lumière douce s'élève alors autour d'elle, comme si l'air lui-même se souvenait de la beauté. Le roi Aldéric tombe à genoux. Épuisé par ses propres cauchemars, vidé de haine. Il ne parle plus. Il pleure. Pour la première fois en 20 ans, il rêve, et ce rêve lui fait peur.
Ombrelin tente de fuir, mais les statues autour de la cour du silence s'animent lentement. Leurs regards convergent vers lui. La justice des rêveurs n'est pas tranchante, elle est éternelle. Il est enfermé vivant dans l'ancien théâtre, condamné à entendre 1000 rêves pour chaque vie brisée. La couronne est laissée vide. Elira ne la prend pas. Elle retourne dans l'atelier caché, restaure le chevalet, et peint le visage de chaque rêve oublié. D'autres enfants la rejoignent. Des hommes, des femmes. Des vieillards. L'Académie des Arts rouvre, cette fois sous terre, enracinée dans le peuple. Le rêve n'est plus un crime. C'est une rébellion douce, une reconstruction lente. Chaque mot écrit est une brique. Chaque image, une arme contre l'oubli. Et dans les forêts d'Erovia, l'arbre mémoire fleurit à nouveau. Ses fruits sont des histoires.